Français de souche, vous connaissez l'expression. Si vous la comprenez, vous avez de la chance. Moi qui suis, enfin, pas seulement d'origine, j'ai 2 parents corses, quoi. Enfin, ils ont disparu, bien sûr, mais les deux étaient corses. Et à moins que vous réalisiez le rêve des fascistes italiens, c'est-à-dire de rendre la Corse à l'Italie, pour l'instant, la Corse est française depuis pas mal de temps. Il y en a qui aimeraient mieux qu'elle soit corse, ni italienne ni française, hein, ça se défend quand même. Hein. Et même des philosophes aussi peu négligeables que Rousseau ont été consultés, c'est bien le cas de le dire, puisqu'il a fait un travail qui relèverait aujourd'hui de ce qu'on appelle le consulting, qui est un métier de voyou, je l'ai fait, je peux me permettre de le dire, pardon pour ceux qui le font sérieusement, mais... mais là, son fameux projet de constitution pour la Corse fait suite à une requête, n'est-ce pas, des autorités de la toute récente République corse qui venaient de se libérer du joug génois à l'époque et qui se dote d'un gouvernement à la tête duquel il y a bien sûr le grand Pascal Paoli. Je signale au passage qu'il y a pas mal de villes aux États-Unis qui s'appellent Paoli, en hommage à Pascal Paoli, on va y revenir. Les archives de Paoli sont à Londres. Les anglo-saxons ont bien compris le parti qu'ils pouvaient tirer, n'est-ce pas, de cet ennemi des Bonaparte. Alors que, bon, je vais pas refaire l'histoire corse parce qu'on n'en sortirait pas, mais enfin, oui, on a déjà un problème d'identité, n'est-ce pas? Et Rousseau a été consulté pour faire un projet de constitution, s'en est bien acquitté, sauf que c'est resté inachevé parce que entre le moment où la Corse s'est débarrassée du joug génois, tout ça c'est fin du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et le moment où les Génois, pour rembourser leurs dettes, vont vendre la Corse, enfin, ce ne serait pas le plus grave, mais ils ont vendu les Corses avec, n'est-ce pas, le peuple corse, au roi de France, n'est-ce pas, et la Corse est devenue française ainsi. Du coup, la guerre reprend, mais cette fois avec les Français qui écrasent bien sûr la résistance corse qui, après l'héroïque bataille où ils se sont fait décimer jusqu'au casier dernier de Ponte Nuovo, sur la route qui va de Bastia à Ajaccio. Cette bataille étant commémorée par les ruines d'un pont magnifique. On ne fait pas de constitution pour un peuple qui n'a plus d'indépendance, n'est-ce pas, de souveraineté. Alors, je suis parti de Franchouillard. Quel rapport, n'est-ce pas, pour ceux qui attachent beaucoup d'importance aux identités, ce que semble recouvrir le mot Franchouillard. Moi, je suis un vrai Français de souche. Vous entendez cette expression? C'est quoi la souche? C'est l'Alsace, c'est la Bretagne, c'est l'Auvergne. Hein, chez Astérix, c'est la Bretagne hein, qui résiste aux Romains. On va toujours chercher, comme si les Celtes, n'est-ce pas, bien peu savent que la notion de Celte est une création des anthropologues allemands au début du XXe siècle, mais ça demanderait de longs développements. Les Romains parlent des Celtes, mais c'était très précis, c'est une petite partie de l'Auvergne. Voilà. Tout ça est bien compliqué. Alors pourquoi je parle tout d'un coup d'identité? Parce que j'ai été, comment vous diriez, scotché, c'est comme ça que vous dites. Bluffé, scotché, les deux en même temps, par un message vocal
émanant d'un de mes anciens élèves du Centre de formation et de promotion musicale de Niamey au Niger, financé à l'époque par l'Union européenne, enfin la Commission européenne, on disait encore à l'époque, n'est-ce pas? Elle existe toujours, mais à l'époque, c'est elle qui représentait les autorités de Bruxelles, principal bailleur de fonds du pays et de bien d'autres pays dans la région d'ailleurs. Et c'est grâce à vos impôts que j'ai jamais été si bien payé. Oserais-je le dire, n'est-ce pas? Et dans ce pays, dont on dit souvent que c'est le plus pauvre du monde, ça ne veut pas dire, c'est pas très précis, il y en a 10 ou 12 qui peuvent se disputer ce contre-titre, si je puis dire. Dont pas mal dans le Sahel, d'ailleurs, les pays d'à côté, le Burkina, le Mali, le Tchad. Mais restons-en au Niger. Donc, dans les années 80-90, je dirige ce centre et je passe. Et enfin, c'est quand même, il avait 3 fonctions essentielles. Une fonction d'école de musique. Bon, et alors, je passe que ça d'original. Ah oui, mais vous avez la chance, vous êtes en France, et un conservatoire de quartier dans chaque commune, dans chaque, bon, à Paris, il y a des tas de conservatoires d'arrondissement, il y a le conservatoire national. C'est pas ce qui manque. Je parle ici que des conservatoires. Vous imaginez les écoles de musique privées. Il n'y en a pas en Afrique. Mais il n'y en a eu pas besoin. Les nègres, ils ont la musique dans le sang. Donc, je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Vous savez, moi, j'ai grandi quand j'étais enfant parmi les blancs d'Afrique. Hein. Ceux qui disent on n'aurait jamais dû leur apporter tout ça. En fait, ils étaient plus heureux sans électricité, sans voiture, sans eau courante, qui n'ont toujours pas d'ailleurs, ni électricité. À propos du Niger, vous savez que notre consommation d'électricité, ce qu'elle doit à la part nucléaire, c'est unique au monde. Et la part essentielle, pas exclusive, mais essentielle de cette énergie nucléaire vient à 80%, il n'y a pas si longtemps, un peu moins maintenant, du Niger. Oui, grand producteur d'uranium. Sauf que 83% des Nigériens n'ont pas le courant à la maison. Enfin, ils étaient plus heureux sans tout ça. Je l'ai entendu, mais je ne vais pas vous dire qui l'a dit. Il y avait des milliers qui parlaient. C'était le discours habituel, si tu veux. Si vous voulez, pardon. C'était le discours habituel. Je pense de ma tête comme les Africains maintenant, parce qu'ils disent tu pour dire on. Et si tu élèves bien tes enfants, là, ça veut dire quand on élève bien les enfants. Et pourquoi je cite 3 fois ça? Ils étaient plus heureux. C'était les gens d'extrême droite. L'extrême droite tranquille là-bas, ils s'étaient pas inquiétés, ils étaient la majorité là-bas. Ils sont pas menacés par des syndicats, par une gauche, par des revendications. Je dis pas par le grand remplacement, parce que ça, c'est récent. Enfin, l'appellation en tout cas. Le syntagme. Mais non, pourquoi j'en parle? Parce que vous l'entendez, ça. Qu'ils n'avaient pas besoin de... Sauf que maintenant, ça vient de ceux qui se pensent à gauche, de certaines formes d'écologistes. D'écologistes, hein, il y a des problèmes écologiques sérieux, je ne mélange pas. Je ne parle pas des problèmes écologiques sérieux, c'est pas celui des grenouilles qui se font écraser sur les routes. Pourquoi pas un axe mobiliste là-dessus, pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise intention, mais enfin, qui sont indifférents à la guerre, à la boucherie qui a lieu pas loin de nos frontières, n'est-ce pas, à l'est de l'Europe. Ça nous amène loin, on est parti de franchouillards, de Français de souche. Mais continuons. Vous vous rendez compte? Non. Je commence par tout ça parce que je l'entends souvent dire autour de moi en ce moment, vous devez l'entendre aussi, c'est un peu là. Ce qu'il y a de plus évident dans l'actualité, c'est que qu'est-ce que ça va vite en ce moment. À peine on commence à s'y retrouver un peu, que bouf, il y a un événement, une décision, un décret, une déclaration qui bouleverse tout. Le Front National, c'est l'extrême droite. L'extrême droite marquée par l'antisémitisme. Je vais vite, hein, ne vous inquiétez pas, je vais nuancer. Justement.
Et voilà que maintenant, Marine Le Pen et Bardeluche sont invités en Israël. Invités d'honneur. Allez vous y retrouver, ça va vite quand même, non? La fille d'un père qui parlait du rafour crématoire, c'était un ministre de Giscard, il faisait des jeux de mots à sa manière, qui s'appelait du rafour crématoire. Voilà, la droite a toujours été anti-russe, anti-soviétique, anti-russe, manière obsessionnelle. Maintenant, il y a beaucoup de gens de droite qui ont de la sympathie pour Poutine parce qu'il est censé être musclé, autoritaire, et que c'est pas chez lui qu'il y aura des woke. C'est compliqué, hein? Non, je vais reparler de cet élève qui m'a convaincu de choisir ce sujet pour la séance de ce soir. Et ça m'a tellement, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Scotché, impressionné favorablement. La lumière nous vient du sud. Ou si vous préférez Hérodote, il y a près de 2300 ans, qui disait « l'Afrique étonnera toujours ». Je reviendrai à cet élève dans l'intervention par discrétion pour lui. Je n'ai pas eu son autorisation pour l'instant d'utiliser sa déclaration, car c'était un message vocal sur un groupe WhatsApp d'anciens élèves de l'école de musique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, que vous financiez grâce à vos impôts, puisque l'Union européenne, ce sont vos impôts qui font son budget. Et donc, je vous remercie, je n'ai jamais été si bien payé. J'en reparlerai. Mais oui, je suis passé, en évoquant son intervention, je suis passé par l'incroyable bouleversement qui a l'air de se passer aujourd'hui. Mais en même temps, avec le contraire, vous voyez comme c'est compliqué, avec des constantes, des choses qui ne changent pas. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est que les Slaves, alors là, qu'ils soient ukrainiens ou russes, ce sont les nègres de la blancheur. Oui, c'est un peu violent ce que je dis, mais je fais exprès de dire nègre. N'est-ce pas? Parce que le rapport des Allemands traditionnels, un jeune Allemand d'aujourd'hui, peu de chance qu'il reste comme ça, mais tout de même, le rapport des Allemands spontanément comme ça aux Polonais, c'est le rapport des Israéliens de droite aux Arabes, en gros, palestiniens. Mais c'est le même rapport que les Polonais ont pour les Russes. Parce qu'il y a toujours à l'Est quelqu'un de... Et puis on arrive à la fin, au fond du fond, c'est le nègre. Pour ça, je prends ça, le mot nègre, j'y tiens, parce qu'il est associé à l'esclavage, n'est-ce pas? Ceux qui ont visité Venise se rappellent qu'il y a un magnifique quai. Les courants comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. Je pense au quai des Esclavons, à Venise. C'est là qu'on débarquait, tout le Moyen-Âge, et bien un peu au-delà, surtout au Moyen-Âge, des cargaisons d'esclaves venant des pays des esclaves, des pays des slaves, des pays slaves. Là, à l'époque, l'Ukraine qui n'a jamais été un État-nation jusqu'à une période toute récente. Et dans le nom lui-même, le monument lui-même, la plupart d'entre vous, je crois, veut dire simplement limite, frontière, c'est tout le contraire d'une identité, c'est-à-dire l'endroit où on est quelque chose et autre chose. Là où finit le champ et commence la forêt, là où finit la forêt et commence le champ. Et entre les deux, vous voyez, les représentations des génies, au sens traditionnel africain, dans les villages africains, je parle d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire, bien sûr, les masques et les statuettes représentant les génies sont toujours à la limite du village, n'est-ce pas? À l'endroit où l'action humaine s'arrête face à la nature et vice-versa. Chez les Dogons, les tombeaux des ancêtres sont carrément sur les falaises, n'est-ce pas, qui dominent en bas les villages Dogons. Le quai des Esclavons.
Oui, il y a toujours eu un mépris pour le fond du fond, n'est-ce pas? Pour celui qui est plus à l'est, n'est-ce pas? Celui qui est à l'inverse du propriétaire du château. Le château, ça c'est bien du Paganini, on ne sait jamais comment ça s'y retrouver déjà. Il parle de... Mais oui, le château de Kafka, son ultime roman, son chef-d'œuvre que j'ai cité dans d'autres occasions pour d'autres problématiques. En particulier, 2 fois, j'ai cité 2 extraits du château. Dans une vidéo que je vous recommande. En général, j'aime pas trop me voir quand je vois cette vieille folle qui s'agite sur l'écran bourré de tics. Je me dis, je suis quand même pas devenu ça. Voilà. Non, sérieusement, Kafka, j'ai fait dans la série de ce qu'on a baptisé en connivence avec notre cher Philippe Moreau, les rêveries analytiques, ce qui en soit un peu un oxymore, n'est-ce pas? Ou bien on rêve, ou bien on analyse. Mais j'y tiens à cette série de vidéos qu'on a fait sous ce chapeau, les rêveries analytiques. La première, qui s'appelle Mignon, ou le son du silence. 2 fois je cite le château. Alors, que je vous embrouille pas, je disais les Slaves à l'est de l'Est. C'était ça mon fil, non? Et donc, par métaphore, ils finissent par devenir ce qui est associé le plus souvent à la couleur, à la peau noire, n'est-ce pas, les esclaves. Et ils ont été, c'est pas une métaphore, ils ont été pour de bon, hein, jusqu'à une période assez récente, hein. Je me souviens, non, c'est pas un détour. J'illustre pourquoi l'esclavage des Slaves ou des quasi-Slaves sont, je vais dire, des pays qui sont à la limite du monde germanique et du monde slave, entre l'Allemagne de l'Est, la Pologne, des pays, des régions qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, encore maintenant, la Poméranie, Pommern en allemand, le Mecklembourg, c'est des régions lointaines dans tous les sens. Guillaume II, celui qui dirige l'Allemagne à la veille de la guerre de 14, Guillaume II, qui était réputé pour être très fut-fut, mais enfin a fait une déclaration, s'il l'a dit, elle est belle, hein. Il a dit, si un jour la fin du monde est annoncée, je me retirerai dans le Mecklembourg. Parce que là-bas, je continue sa citation, parce que là-bas, tout s'y passe plus tard qu'ailleurs. Vous voyez, c'est lointain, dans l'espace, dans le temps. Eh bien, ces pays-là, longtemps disputés, quand vous faites l'étymologie des toponymes des noms de villes dans l'ex-Allemagne de l'Est, tous les spécialistes savent que c'est d'anciens noms slaves, polonais, par exemple. Et même la région de Berlin, n'est-ce pas? Donc, quel rapport avec le château de Kafka? Ben, je vous ai dit parce que c'est exactement l'inverse, pour la preuve qu'il y a bien un est de l'Est, et ainsi de suite, jusqu'à la Russie, jusqu'à Vladivostok où ça s'arrête. Il y a aussi l'ouest de l'ouest. Et oui, vous savez, le château, très rapidement, le pitch, histoire, intrigue, comment vous voulez, de l'ultime roman de Kafka le plus épuré, même si il est inachevé comme la plupart de ses œuvres décisives. C'est un quidam qui arrive à la nuit tombante dans un village reculé du Reich, là-bas, loin. Un village. Et il déboule à l'hôtel. Il y a 2 hôtels dans le village. Il y en a un en bas, l'hôtel dit des paysans, et en haut, l'hôtel des messieurs, ceux qui sont les fonctionnaires du château. Et en bas, en haut. Il arrive, un peu tard, on le regarde, vous connaissez pas bien le monde allemand, hein. Les gens qui arrivent comme ça de l'extérieur, de l'étranger, vous croyez que je caricature l'allemand. Tous ceux qui m'écoutent savent que je suis très germanophile de culture, mais je suis bien attentif à leurs défauts. Leur défaut, c'est d'avoir des géraniums sur les fenêtres et le tilleul sur la place, le jet d'eau qui murmure pendant les longs soirs de juin et que rien ne change. Voilà. Pourquoi pas? Je ne fais pas de jugement de valeur pour l'instant. Mais enfin, ben on se méfie. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ben il dit, j'ai été recruté par le château comme arpenteur. Bon.
Et on voit très vite que les paysans ne s'occupent pas du château, qui sont à leur tâche quotidienne, c'est déjà assez pénible. Personne ne songe à se rapprocher du château. Le château, on comprend très vite que ça symbolise pas au sens que Kafka a fait une liste. Voilà, quand je dis le château, ça symbolise ça. Quand je dis non, le village, ça symbolise ça. Non. Mais en gros, c'est la transcendance. C'est ce qu'était le juge dans le procès, un de ses romans précédents. Le juge qu'on ne voit jamais. Je suis accusé, j'ai un procès et je vois jamais celui qui s'occupe de mon dossier, le juge, il est toujours au-delà. C'est ça le château, quoi. Et déjà, il n'en revient pas d'approcher le 84e sous-portier du château, vous voyez. Mais le château a quand même un maître, un propriétaire, celui qui règne sur ce petit coin du Reich. Et vous savez comment il s'appelle? Et vous croyez que j'avais perdu mon fil? Le comte de West-West. Le comte de West-West, mot à mot. Ceux qui se prennent pour des occidentaux. Vous savez, j'ai toujours critiqué cette notion. Non pas les gens que ça désigne, j'en suis un, moi. Je pensais que je suis occidental. Un peu métèque avec mon côté corse pour certains gens de droite, pourquoi pas, m'est égal. Mais le comte de West-West. Vous vous dites il est à l'ouest, ben lui il est à l'ouest de l'ouest. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un inverse de... Alors lui, il est au sommet de la pyramide. J'en finis avec le roman. L'arpenteur voudrait se rapprocher de son employeur, il n'y arrivera jamais tout au long du roman, je vais vite. Mais les gens du village s'étonnent de ce type qui veut toujours se rapprocher de la transcendance, vous voyez, au lieu de s'en tenir sagement au quotidien, au village, de sorte que le principal personnage du roman, qui s'appelle K, et non plus même Joseph K, comme dans le procès, mais carrément K, la première lettre de Kafka, le principal personnage passe son temps à n'être ni au village ni au château, mais dans la perpétuelle navette. Mais non, je perds pas mon fil. La navette, c'est le contraire du résident. Ah, ben voilà, oui, le grand remplacement, les migrants, c'est pas ça qu'on dit? Les bédouins, comme on dit aussi ailleurs. Vous savez, les bédouins, ils errent dans le désert. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le désert? Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Avec 3 chèvres et 4 ou 5 moutons. C'est ça, les bédouins. C'est pas une ethnie. C'est une fonction. Hein? Ibn Khaldoun, grand écrivain arabe, parle des Arabes. Mais les Arabes, pour lui, c'est pas une ethnie. C'est pas un peuple, c'est pas une identité. C'est mon sujet de ce soir. C'est pas une identité. C'est une fonction. C'est celui qui est le fond du panier, qui est dans le bled, mais vraiment au sens le plus sévère, qui est dans le désert avec ses animaux. Abraham faisait paître ses troupeaux sur une terre sans limite, comme dit Hegel dans ses œuvres théologiques de jeunesse. Car c'est le pays de l'illimité, quand on n'est pas résident. Mais oui, écoutez, l'homme est migrant par essence. Je sais que je scandalise beaucoup pas mal de pensées dominantes, mais enfin, qu'est-ce que vous avez appris sur les origines de l'humanité? Que quand c'était pas encore des hommes et encore des pithèques, des singes, pas encore des anthropos. Après, on joue sur les mots, vous savez, la magie verbale. Pithécanthrope, ça veut dire singe-homme. On se débrouille. Quand on était encore, enfin, quand nos ancêtres animaux, je parle, pas nos ancêtres hommes, nos ancêtres qui étaient encore des animaux, étaient des singes qui batifolaient dans la canopée de la grande forêt, aujourd'hui congolaise, en gros, quoi, de l'Afrique centrale. La forêt dans l'équivalent serait l'Amazonie en Amérique du Sud. Là-haut, dans la canopée, ils sont un peu plus à l'abri de certains prédateurs. C'est en descendant des arbres, suite à un changement de climat, et en s'aventurant pour la première fois dans la savane, qu'on est passé de quadrupède à bipède, que dans la savane. Vous savez, c'est des hautes herbes, quelquefois plus hautes que vous. Il faut lever la tête pour voir d'où vient le danger. Ah, tout ce que je viens de dire là prend des millions d'années comme évolution. Mais ça veut dire que l'homme est migrant. Quand l'homme commence, c'est le début d'une migration. Vous avez appris que ça vient d'abord d'Afrique, puis ça passe de la forêt à la savane, puis ça migre de la savane africaine à la Méditerranée, puis ça bifurque. Il y en a qui vont vers ce qui va donner les Cro-Magnons et autres Homo sapiens
dits occidentaux, en l'occurrence sur le territoire français, mais aussi bien, n'est-ce pas, d'autres cousins de Homo sapiens, les Néandertals, qui, comme le nom l'indique, vient d'une vallée allemande. Tal veut dire vallée, du village de Néandertal, et puis maintenant les Dénisoviens dans une Europe plus orientale. Mais c'est une migration qui est peut-être pas finie. Donc c'est essentiellement anthropologique d'être migrant. Qu'est-ce qu'on a contre les migrants? Vous voyez les deux extrêmes. La migration d'un côté, de l'autre côté, les géraniums aux fenêtres pour l'éternité. Et la fontaine qui murmure. Je n'en parle pas ironiquement, j'en parle sévèrement, mais pas ironiquement, car ça a donné des œuvres d'art admirables. En particulier le deuxième acte des maîtres chanteurs de Wagner. Mais oui, il y en a qui croient que Wagner c'est sur Soum Boum Boum, comme dit Nietzsche quand il a fait la rupture, tout en disant plus tard qu'il a jamais rencontré l'équivalent comme musique. Oui, deuxième acte des maîtres chanteurs. La sérénade pendant le 21 juin. C'est le 21 juin dans les pays froids, ça se fête. Alors, pourquoi? J'ai déjà fait pas mal de trucs sur identité et différence, je reviens pas en arrière, même si je dis que je dis toujours un peu la même chose en spirale, je ne vais pas vous embêter, vous êtes familiarisés. Mais pourquoi je reviens aujourd'hui? À cause de l'intervention de cet élève, je reviens au début de mon fil. Il se trouve que mes anciens élèves sont des amis, madame Mertz. C'était des élèves de mon école de musique, se sont aperçus que j'étais pas mort, et ils étaient très contents, et ils ont fondé une association des anciens, en me conférant le rôle de président d'honneur, ce qui m'a beaucoup touché, et j'interviens pas tellement sur le groupe qui sont formés, parce que c'est surtout entre eux. En particulier, là, on vient de sortir du Ramadan, bien sûr. Je souhaite que la paix d'Allah soit sur toi. C'est un pays musulman à 96%, le Niger, comme à peu près tous les pays du Sahel. Donc, voilà, c'est la moindre des discrétions. J'interviens pas dans ces débats-là, sauf une fois n'est pas coutume, c'est le cas ce soir. C'est que dans leur petit débat interne, j'ai un élève, comme j'ai pas eu le temps et j'ai pas réussi à le joindre avant ce soir pour lui demander son autorisation de le citer explicitement, je vous donne son prénom, Mahaman. Il y a Maman, il y a Mahamad, il y a Mohamed. L'Afrique subsaharienne a tendance à adoucir le côté guttural de l'arabe en rajoutant des voyelles. Ainsi, Daoud, le Daoud arabe qui donne notre David, vous savez que U et V permutent, pardon. Donc, Daoud devient Daouda. On ajoute une voyelle, vous voyez. Mohamed devient Mamadou. Ahmed devient Amadou. Voilà, pour dire. Mais là, c'est Mahman. Qui intervient dans un débat qui n'a pas été lancé par lui, par un autre, qui s'appelle Ali, je lui donne que les prénoms, et qui dit oh, les Arabes n'aiment pas les Noirs. Et les débats entre eux. Les Arabes nous regardent de haut, c'est eux, c'est les musulmans supérieurs, nous on retrouve. Parce que historiquement, ça tourne autour, mais enfin, c'est jamais explicité parce que c'est tabou, mais pendant des siècles, je veux dire, ceux qui s'appellent les Arabes, les gens du Nord, ça pouvait être des gens du Maghreb, ça pouvait être des gens du Soudan, venaient faire ce qu'on appelle des razzias au sens propre, dans l'Afrique subsaharienne, pour approvisionner ceux qui avaient besoin d'esclaves, soit au Maghreb, soit surtout aussi au Moyen-Orient. Vous voyez que c'est pas si décousu que ça, le propos de ce soir. Donc, le débat entre eux portait là-dessus. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Et c'est alors qu'intervient Mahaman. Je vous parle de garçons qui n'ont pas fait de scolarité. Vous n'imaginez pas le trajet que font ces garçons. C'est déjà quand j'étais prof, je prends de nouveau un peu de recul. Déjà quand j'étais prof en Côte d'Ivoire, prof dans le secondaire, je veux dire là, prof de philo, j'avais des élèves
qui en matière de langue parle d'abord, comme tout le monde, comme tous les enfants du monde, la langue maternelle, celle de l'ethnie, parce que plus on descend au sud, plus on descend du sable du Sahel vers la verte moiteur de la forêt, de la jungle humide, le contraire, plus il y a de prolifération des langues. La forêt est un facteur d'isolement. Quand vous voyez la forêt vierge, bon, vous faites ça, vous voyez plus votre main. Hein. Et donc, ils apprennent d'abord la langue maternelle, c'est l'ethnie, mais comme on ne la comprend que sur un tout petit périmètre, après ils prennent une langue africaine, mais qu'on comprend sur une plus grande surface. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ce sera le Dioula. Non, c'est pas une ethnie, ne cherchez pas, il n'y a pas un peuple qui s'appelle les Dioula, ça veut dire commerçant en bambara. Vous voyez, c'est des fonctions. Moi, je remplace l'identité, ça a toujours été là comme ça, c'est dans les gènes. Ah, ça m'énerve, cette formule maintenant, même pas chef d'entreprise, il n'est pas dans nos gènes. Ce biologisme, on croit que depuis le Troisième Reich, tout ça a été fini, bon sang. Je parle pas de la biologie, moi je serais pas vivant s'il n'y avait pas la biologie, vous non plus. Non, je parle du biologisme, de tout faire découler d'un déjà là. Allez, on est en philosophie. C'est ce qu'on appelle l'identité dans la langue courante, c'est la catégorie de la substance en philosophie. Vous savez, sub, stare, ce qui se tient, stare, dessous, sub, là, dessous, tout ce qui a l'air de bouger, là. Je sais pas. La fleur, ça c'est la substance. Au sens Aristote, voilà, c'est la chose dont je parle, la fleur. Après, voilà ce que j'en dis. Je passe du sujet au prédicat. La fleur est belle, la fleur est fanée, la fleur est éclose, la fleur est chère, la fleur est cheap, etc., etc. Alors ça, c'est les attributs. Ça pèse pas beaucoup, mais heureusement qu'il y a en dessous une casserole pour contenir tout ça, en dessous, la substance, c'est ça la substance, elle est pas chercher midi à 14h. Parce que si je dis jaune, c'est le jaune de quoi? D'un pull, d'un crayon, du soleil, c'est quoi jaune? Ça n'existe pas le jaune en soi, il faut qu'il soit dans quelque chose. Un pullover, la peau de quelqu'un qui a le foie en très mauvais état, voilà quoi, c'est le drapeau. Il faut qu'il y ait une substance pour en dessous le soutenir, là, vous savez, comme la Vierge porte l'enfant qui sans la tomberait. Stabat mater dolorosa tum pendebat filius. La mère gisait là, en douleur pendant que le fils pendait. Donc je reviens après ce petit détour un peu abstrait, mais quand même, la catégorie substance, on la voit souvent, c'est tout ce qui est censé être là depuis toujours, en gros, quoi. Qui n'est pas dû au parcours qu'on a fait, à la relation aux autres, n'est-ce pas? Donc, justement, je reste encore un peu dans mon détour abstrait, mais il faut qu'on travaille un peu. L'antonyme de la substance, ce qui en est le plus opposé, c'est la relation. Voilà une dichotomie importante dans toute l'histoire de la pensée, ce qui est substantiel et ce qui est relationnel. Par exemple, les mots gauche, droite, nord, sud, je ne parle pas de gauche-droite politique, enfin, ça en fait partie, mais gauche-droite au sens spatial. Pas la droite, elle est là, vous voyez, voilà mon bras droit, elle est gauche. Je me retourne, c'est l'inverse, ça ne dessine pas des choses qui existent, il n'y a pas un lieu qui est la droite et un lieu qui est à gauche. C'est comme l'Est-Ouest, depuis qu'on sait que la Terre est ronde. Vous savez, je l'ai dit 1000 fois, c'est pour ça que j'aime pas le mot Occident. Mot à mot, ça veut dire ceux qui sont à l'Ouest, les Occidentaux. D'accord? Et la Pologne, quoi, elle est à l'Ouest de la Russie, elle est à l'Est de l'Allemagne, alors elle est où? Pas Attention, vaut mieux dire, quand on lit la politique des Occidentaux, l'impérialisme atlantiste. Là, c'est clair. C'est clair. Ça a été longtemps le colonialisme, puis l'impérialisme, les deux plus grands carnages de l'histoire de l'humanité, et c'est pas peu dire, il y en a eu tout le long. C'est dans l'écriture qu'on dit que ce monde est une vallée de larmes. D'ailleurs, l'anthropologie la plus récente, grâce à des méthodes de datation et d'analyse des
très fine des restes de nourriture de nos ancêtres constate qu'il y a eu des guerres d'extermination pendant la préhistoire déjà. Mais le plus grand carnage de tous les temps, les deux guerres mondiales, les deux sont venus de ce lieu charmant qu'on appelle l'Occident, n'est-ce pas, supérieur aux autres. Faut jamais oublier ça. Napoléon et Hitler ont envahi la Russie. Ben oui, le danger est toujours venu de l'Ouest. Faut pas inverser, enfin quand même. Si, il y a eu les Huns, arrêtés par Sainte-Geneviève. Mais les Huns, ils sont pas venus nous envahir, ils fuyaient, ils étaient chassés. Quand les Chinois s'en sont débarrassés, c'est un peu long, mais renseignez-vous. Le rapport entre la Chine et les Mongols. Donc, j'ai l'air de mettre du temps à citer mon élève là, le propos précis de mon élève, c'est que ça vaut son pesant d'or. Alors nous y voici. Lui, justement, un peu agacé par ses identités, ses substances, les Noirs, les Arabes, invite ses camarades, ce sont des amis, tout ça, des anciens élèves du centre de formation musicale. Et il leur dit, écoutez, on va l'écouter parce qu'en plus il a une voix, il devrait être speaker à la radio, ça nous changerait de ce qu'on a. On va commencer le début de son propos. C'est un message vocal donc sur le groupe des anciens élèves du centre de formation et de promotion musicale du Niger. Son. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Si vous permettez, je voudrais réagir par rapport au petit débat et par rapport à la vidéo publiée par mon ami Ali Garba. Bon, les Arabes n'aiment pas les Noirs, mais il ne faut pas généraliser. Le prophète, paix et salut sur lui, avait aimé Bilal. Il avait aimé finalement Wahashi, dont tous deux, au moins ces deux-là, sont des élus du paradis. Une histoire. Il y a un des compagnons du prophète, paix et salut sur lui, qu'on appelle Abu Zar al-Ghifar, l'un des grands compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Il a rapporté beaucoup de hadiths, preuves qu'il était resté longtemps aux côtés du prophète, paix et salut sur lui. Un jour, il avait traité Bilal de Ibn Saouda, fils de négresse, c'est ce que ça voulait dire. Et la chose est arrivée aux oreilles du prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a interpellé. Il dit, Abu Zar, c'est toi qui aurais dit si et ça au sujet de Bilal? Il a baissé la tête. Il dit, malgré ton islam, malgré ton islamisme, malgré ta dévotion, il te reste quelque chose de la jahiliya, de l'ignorance, de l'obscurantisme. Et Abu Zar a commencé à pleurer. Et voilà que Bilal arrive. Abu Zar s'est couché sur le sol. Il a mis sa barbe, il a mis sa joue contre le sol. Il a pris le pied de Bilal. Il frottait fortement contre sa joue. Il frottait son visage dans la poussière. Il dit, marche sur moi, marche sur moi. Je ne mérite pas de dignité. Je ne suis pas digne. Il faisait son mea culpa. N'est-ce pas? Et donc, pour dire que c'est vrai, les Arabes n'aiment pas les Noirs. Mais ce n'est pas seulement les Arabes. Est-ce que les Noirs, ils s'aiment eux-mêmes entre eux? Regardez dans tous les pays d'Afrique. Regardez au Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Ils ont la même langue. Seulement, certains sont agriculteurs, d'autres sont éleveurs. C'est tout ce qui les différencie. Ils parlent la même langue. Mais s'il vous plaît, il y avait eu 1 million de morts à la machette. Et le Noir s'aime lui-même. Regardez au Nigeria. Regardez au Togo. Regardez dans tous les pays d'Afrique. On dit que l'armée, c'est une telle ethnie. Ceci, c'est une telle ethnie. Ceci, c'est même ici, chez nous, au Niger. Même ici, chez nous, au Niger. Il y a des zones, quand tu vas, tu parles une langue, personne ne te regarde. Quand tu vas dans une autre langue, tu parles une autre langue,
personne ne te regarde. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Pourtant, c'est lui qui parle la langue là et qu'on ne l'écoute même pas. Pourtant, ceux qui refusent de l'écouter comprennent ce qu'il dit. Mais juste parce qu'ils ne parlent pas leur langue à eux. C'est de l'amour, ça? Faut pas. C'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser les autres. Et j'ai lu quelque part, devant Dieu, on est les mêmes. Ce n'est pas vrai. On n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. C'est ça. Ô hommes, il s'adresse à tous les hommes. Je vous ai créé à partir d'un seul mâle et d'une seule femelle. Et j'ai fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Mais le meilleur d'entre vous est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas les mêmes. Le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu parles, tu ne mens pas. Si tu promets, tu tiens à ta promesse. Si tu t'engages, tu honores ton engagement. Si on te confie un dépôt, tu le restitues. Tu ne trahis pas. Tu ne maudis pas. Tu ne médis pas. Tu ne calomnies pas. Tu n'es pas haineux. Tu n'es pas envieux. Tu ne jalouses pas. C'est ça. Que chacun se regarde. Une rétrospection. On est comme ça vraiment? Non. Et c'est facile d'accuser les autres. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit, l'islam, c'est une religion universelle. On t'a envoyé pour l'humanité toute entière, pour que tu sois un annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui craignent Allah et un avertisseur contre son châtiment pour ceux qui dévient du droit chemin. Et il dit, enfin, sallallahu alayhi wa sallam, le noir, l'arabe n'est pas supérieur au noir, ni le noir supérieur à l'arabe. C'est ça. Il a dit qu'il a entendu les pas de Bilal dans le paradis. L'appel à la prière, vous savez ce que ça signifie en islam? Pourtant, c'est à un noir que ça a été confié. D'ailleurs, Moïse n'était pas blanc, Moussa n'était pas blanc. En Égypte, on savait qu'à l'époque, ce n'était pas des blancs. Jésus n'était pas blanc. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Luqman, d'aucuns disent que c'est un noir. OK? Alors, les Arabes n'aiment pas les Noirs. Peut-être. Les Blancs n'aiment pas les Noirs. Peut-être. Les Noirs n'aiment pas les Noirs. C'est sûr. C'est sûr. Aux États-Unis, ils ont élu Obama. Mais ici, tu refuses de voter pour quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta région ou bien de ton ethnie. C'est des votes ethniques en Afrique encore que les gens font. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est s'aimer ça? Tu veux que le président de la République soit de ton ethnie, hein? Pas de l'ethnie de l'autre, même si là-bas il y a la compétence. Vous n'en voulez pas. Soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes. Aimons-nous d'abord. Si tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Qui va t'aimer? Les Noirs ont été réduits à l'esclavage. À cause de quoi? La faute à qui? La faute à d'autres Noirs. Il y avait eu une très grosse complicité, une très grosse lâcheté. Ils ont été corrompus. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Résultat, ça a donné ce que ça a donné. Certains disent que lorsque les Blancs étaient venus, ils n'étaient pas venus dans le but. Ils ne savent même pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce matériel-là pour scruter l'univers. Ils ne savent même pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'univers. OK? Ils ont pris leur bateau, ils ont dit, on va voir ce qu'il y a. Vous savez, les Blancs, ils sont comme ça. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, là. Ils ont vogué. Ils sont venus en Afrique, ils ont trouvé un continent formidable. Avec une nature formidable. Mais aussi, il y a des vrais valides. Il y a des bras valides.
C'est quand ils sont repartis qu'ils se sont organisés pour dire, ben tiens, cela peut nous servir à quelque chose. Et ils n'étaient pas revenus en guerrier. Ils étaient venus avec des petits trucs. Ils étaient revenus avec des petits trucs qu'ils donnaient au roi. Un simple miroir, on te donne 5 esclaves. Un petit collier, on te dit, prends ce que tu veux. Kinta Kunte. On connaît l'histoire de comment il a été pris, Kinta Kunte. Enfin. Quelle leçon! Mais quelle leçon! Il faut que ça nous vienne du pays le plus pauvre du monde. L'un des plus pauvres du monde. Qui a le plus fort taux de natalité au monde. Vous savez pas ça, hein? Quel était ce présentateur de télé, là? Une chaîne populaire. People, pardon, populaire, j'ai rien contre. People est le contraire du populaire. Ça sent le fric, le people, tout de suite. Bon, bref. Qui disait qu'on devrait leur couper aux Noirs, ils font trop d'enfants. Eh ben, celui qui bat tous les records de natalité, c'est le Niger. C'est pas rare de voir entre 7 et 10 enfants dans les familles. Et vous savez pourquoi? Oh, il y en a qui s'en doutent. C'est parce que les 4/5e meurent entre 0 et 5 ans. Ils en font 10 pour en garder 3. C'est possible des garçons. Mais non, ça n'a rien à voir avec la guerre des sexes, c'est pas des bobos dont je parle, c'est des gens qui ont des vrais problèmes. Je parle pas des femmes battues, c'est un vrai problème. Je parle des bobos. Ceux qui disent, vous dites ça parce que je suis une femme, ceux qui, c'est des Afro-Américaines, je crois, ont protesté qu'une blanche ait osé traduire un livre écrit par une femme de couleur noire. Non, mais écoutez, non, je parle de mes élèves, ils ont d'autres problèmes, croyez-moi. Surtout à la période de soudure, vous savez, quand il reste plus grand-chose dans les greniers et que les pluies tardent, les premières pluies de la saison, c'est vers mai, juin, les premières pluies tardent à venir. Alors là, c'est l'angoisse. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont s'embarrasser avec Sandrine Rousseau? Ah non. Ils m'ont mis tout. Qui manipule de vrais problèmes, mais qui les manipule pour les transformer en heurte d'identité. L'homme et la femme, le patriarcat. Je prolonge cette réflexion. Dans les villages du Niger, il y a des périodes de l'année où on ne voit que des vieillards et des enfants. Pardon, des femmes, des enfants en bas âge et des vieillards. Trop âgés pour se déplacer. Parce que ceux qui peuvent se déplacer sont partis. C'est la saison sèche qui les a chassés. Il n'y a plus rien. Alors ils descendent au sud, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, pour vendre, louer leurs bras et leurs jambes dans les riches plantations de cacao, de café. Enfin, c'est riche pour ceux qui font la traite, hein, parce que pour ceux qui le produisent, si vous voyez le centième de ce que ça coûte au kilo chez nous, vous voyez, je parle de ceux-là, ils font 10 enfants pour en garder 3. Et je disais, les garçons, j'y reviens. Une fois, je demande à une vieille malienne pourquoi c'était mal vu, une femme qui n'a que des filles. Il dit, quand je serai vieille, qui va me donner à manger? Vous voyez, le garçon, c'est celui justement qui part, qui va louer ses bras et ses jambes, qui bosse. Les filles bossent aussi là-bas, je vous le dis. Hein. Mais le garçon, c'est celui qui fait les travaux de force. C'est lui qui va pouvoir faire manger sa vieille mère. On ne pose pas les problèmes comme ça chez nous. Là, c'est la dictature patriarcale, le pauvre gars, le pauvre R, qui quitte son village, qui va s'exiler, qui va devenir un immigré. Hein, un immigré qui va engendrer des problèmes comme chez nous, de racisme et de mépris entre, j'ose pas dire les pays concernés, j'en ai nommé quelques-uns à l'instant, enfin, tel pays du Sud bien arrosé, au sens météorologique, n'est-ce pas, du mépris pour ces gens qui viennent affamés du Sahel. Et donc, vous voyez, je suis en train de corriger de ce qu'on croyait des substances, le blanc, le noir, la mentalité africaine, la mentalité occidentale, comme si tout ça c'était des choses. Je suis en train de remplacer la substance par son vieil antonyme, la relation.
Voyez, ce qui n'est que par autre chose. Ce qui est le cas du haut et du bas, de la droite et de la gauche, vous savez que ce qu'on appelle le bas, oui, je fais comme ça. Comme vous, si vous voulez indiquer le bas. Sauf que là, si je creuse, j'arrive en Nouvelle-Zélande, aux antipodes. Et là-bas, il y a un mec qui est en train d'expliquer la même chose à ses élèves, il fait comme ça, sauf que son doigt, pour nous, il monte et il nous rejoint nous, vous voyez. Ça veut rien dire, ces mots-là, le haut, le bas, la gauche, la droite. Et même chaud, froid, ça veut rien dire, c'est des qualités. La science a balayé tout ça, la science dit il fait 18 degrés. C'est chaud ou c'est froid? Je ne sais pas, vous demandez à un Russe ou à un Tchadien, vous n'aurez pas la même réponse, mais voilà. Parce que ce qu'on appelle chaud-froid, nous, dans la vie courante, c'est pas une qualité propre à la chose. Comme le fer a une densité de temps, ça, c'est propre au fer. Non, ça exprime le rapport à notre température, à nous. Voilà. La substance et la relation. Plus vous aurez le courage de convertir en relation. Ah, c'est plus compliqué, parce qu'il faut savoir en relation avec qui, avec quoi. Plus vous convertirez ce qui se présente sous le mode de substance dans notre pensée en relation, en catégorie relationnelle, plus vous vous éloignez de « Ah, vous croyez que j'avais perdu le fil sur lequel nous nous sommes quittés depuis longtemps ?» Et je suis bien content de vous retrouver. C'est le mal. Le mal, c'est de voir partout de la substance, là où il y a de la relation, du pur à rien, vous savez, au Troisième Reich. Vous savez, le blond aux yeux bleus, ce qu'on n'était ni Hitler, ni Göring, ni Goebbels. C'est des complexés, ça laissait ça à des gens qui ont des complexes. Les hommes sont pour la plupart méchants et malheureux. Il n'y a que Spinoza qui sait commencer un livre où il évoque les plus grandes difficultés de la philosophie avec des choses aussi simples et si pertinentes. Sous-entendu, ils sont méchants parce qu'ils sont malheureux. Je dis ça parce qu'il y en a qui veulent bouffer du fascisme. Bon, je ne veux pas les dissuader, mais enfin, je veux dire, n'oubliez pas que c'est des gens malheureux aussi. Voilà, alors, je tenais vraiment à reposer ce problème de l'identité à travers l'exemple de mon élève. Regardez bien maintenant, parce que j'ai pas voulu interrompre son propos. Maintenant, je reviens en arrière au début de son propos pour analyser. C'est admirable, j'étais moi-même surpris, n'est-ce pas? Pour des gens qui ont une scolarité hyper aléatoire. Allez, au moment où j'allais analyser un passage, je fais de nouveau ce qui ressemble à une digression. Je vous parle d'un de mes élèves, non, pas du centre du Niger, ça remonte à bien plus loin quand j'étais professeur dans le secondaire en Côte d'Ivoire. Je fais passer l'oral du bac, je suis prof de philo avec des grands, l'oral du bac à un jeune lycéen d'Abidjan, et qui répond assez bien, quoi. Et qui me dit à la fin de sa prestation, il dit « Monsieur, je peux savoir ma note ?» Je dis « Non, je la donne à personne, hein, donc il n'y a pas de raison de faire des différences, mais enfin, vous inquiétez pas trop, si vous ratez le bac, ce ne sera pas à cause de la philo. Voilà, mais je vous souhaite de le réussir. » Il m'a dit « Merci, monsieur Pagani. Vous me connaissez parce que oui, je vous ai pas dit, mais on fait passer le bac pas là où on habite, mais dans des départements éloignés pour éviter les combines. » Donc là, j'étais dans le nord, une belle ville qui s'appelle Korogo, où l'on fait ces fameuses toiles familières à tous les rapatriés qui en ont ramené et qui les mettent sur leur mur, n'est-ce pas? Les toiles de Korogo. De chez les peuples sénoufos qui ont inspiré les visages de Modigliani. Non, j'invente rien, mais je passe. Trop de matière. Donc je fais passer le bac, et mais on se connaît. Je connaissais personne à Korogo. Je m'ai fait passer. Il me dit, oui, nous étions ensemble en seconde. J'ai dit, pardon? Regardez. On était ensemble en seconde, lui et moi, des années auparavant. Et puis les parents sont morts, et lui, grand frère, s'est senti responsable de ses petits frères et petites sœurs. Il est devenu un jeune père de famille, il a dû suspendre sa scolarité, et il y revient 10 ans après
pour passer son bac. Vous pensez bien qu'au moment du jury et des délibérations, je lui ai donné les points qu'il fallait. L'Afrique étonnera toujours. On était ensemble en seconde. Dernière anecdote sur la scolarité des Africains. Là, j'étais au Togo, j'étais plus petit. Et c'était en 57, l'année de l'indépendance du Togo, justement. Et Ablodé, je me souviens comment on dit en langue de Mina, Wévé, comme on veut. Ça veut dire indépendance. Ablodé, Badia, indépendance complète. Donc, de ma fenêtre, de ma vitre, de l'appartement de villa de mes parents climatisé, normal, comme la plupart des expatriés, sont en 57 ans, je vois des élèves du même niveau que moi, mais pas du même établissement, en train de bûcher leurs leçons à la lumière du réverbère dehors. Parce qu'il n'y a pas de courant à la maison. Oui, c'est l'élève dont je vous parle, dont je vous ai cité son nom, dont j'ai pas voulu interrompre l'intervention vocale, surtout qu'il articule admirablement, que son français est tout de même meilleur dans l'ensemble, malgré toutes ces turbulences dans le parcours scolaire, bien supérieur à la moyenne des présentateurs de nos médias. Je reviens au début de son intervention, quand il dit faut faire attention, c'est pas les Noirs et les Arabes. C'est peut-être vrai que les Arabes n'aiment pas les Noirs, allez savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive que les Noirs n'aiment pas les Noirs. Et il fait un long développement sur l'exemple du Rwanda. Je n'en reviens pas parce que moi, c'est l'exemple dont je me sers tout le temps pour montrer ce qui a à la fois de dérisoire, la référence ethnique, vous savez. Ah, c'est des guerres ethniques. Oui, bien sûr. C'est pas. Oh non, ça a toujours existé, seront toujours en train de se bouffer entre Hutu et Tutsi. Entre Russes et Ukrainiens. Quelle a été la première décision du gouvernement dû à un coup d'État, et dont on prétend maintenant qu'il est une démocratie, un coup d'État soutenu par Madame Nuland, numéro 2 du département d'État du ministère américain des Affaires étrangères. Vous savez, je bouffe pas de l'américain, je bouffe de l'atlantiste. Et là, on est en plein dedans. N'est-ce pas, qui distribuait des pains au chocolat pendant les émeutes de Maïdan, pendant que les balles crépitaient en tuant des gendarmes. Oui, sur les toits. Quelle est la première décision des nazillons qui ont permis le coup d'État? Mais non, c'est pas des nazillons, il y a quelques têtes brûlées, mais oui, ils ont des croix gammées de là jusque-là. Vous me direz, bon, il y en a partout, des mecs comme ça, y compris dans la Légion étrangère française. Bien, mais quand même, on y vient. Oui, les anciens de l'Allemagne et tout, là, ils ont bouffé du Viet Minh, ils lui fait la guerre après. Mais oui, les Occidentaux. Moi, je suis un Occidental, mais je ne suis pas de ceux-là. J'ai toujours pas dit quelle a été la première décision, si vous le savez, supprimer la langue russe dans des régions où elle est là depuis toujours, dans l'est de l'actuelle Ukraine, dans les oblasts, comme on dit, n'est-ce pas, de Donetsk, Luhansk, etc. Donc, oui, l'identité commence par des guerres d'identité. Il faut bien donner identité à un pays dont le nom veut dire à la limite de deux identités. Ukraine. Kreis, c'est le cercle, la ligne, en allemand. Parce que l'allemand est plus, la langue allemande est plus teintée par ces mots de l'Est que la nôtre, ce qui est normal. Vous voyez? Ainsi, pour dire frontière, donc frontière, Ukraine, en allemand, on dit Grenze. G-R-E-N-Z-E. Grenze. Car Z, c'est pas Z, c'est T-S. Grenze. Et comment on dit en russe? Zagranitsie. Oui, c'est proche quand on le sait. Bon. Donc,
là, il s'agit de régions où l'on a toujours parlé russe, comme d'ailleurs dans toute l'Ukraine, sauf que dans le reste de l'Ukraine, surtout dans l'Ukraine dite occidentale, plus marquée par le Saint-Empire romain germanique, par l'Empire autrichien si vous préférez. On apprend le russe quand on est à la ville, on a quitté la campagne, parce que dans la campagne, dans le village, il y a un patois qui est devenu la langue ukrainienne. Pourquoi pas? Et de là, supprimer les autres, c'est comme si, vous voyez, c'est grave ce qu'on est en train de voir. Vous voyez, en Alsace, vous rentrez dans une boulangerie, il y a une femme qui rentre, une femme alsacienne, et qui dit « Ah, benzine, bichen pain, s'il vous plaît ». Voilà, il y a un mélange de mots allemand et de mots français, n'est-ce pas? Non, là, c'est interdit. Alors, on me dirait, oui, bon, les nazis, c'est grave quand même. Attendez, les SS, et Dieu sait si les SS en Russie, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique à ce moment-là, SS, c'est pas détendre, hein. Même parmi les nazis, c'était les extrémistes, hein. Oui. Eh ben, les SS allemands étaient sidérés par la cruauté. Il y a des sources historiques, enseignez-vous tout ça. Combien de fois je vous dirais que j'aime pas les gourous, j'aime pas qu'on me croit sur parole, vérifiez. Pagani dit n'importe quoi, des conneries, on va vérifier. Ça me plaît. Et vous verrez à chaque fois, et ça aussi je le répète, que non seulement je n'exagère pas, mais que je suis bien en deçà de la vérité. Et comme je suis pas voyeur, on va en rester là. Mais enfin, voilà. Non. Attendez, c'est pas anodin. Le gouvernement, cette fois, c'est pas quelques têtes brûlées dans l'armée, là. Non! C'est pas ceux qui ont exécuté, assassiné 15 000 Ukrainiens, dont une énorme quantité d'enfants, on vous en parle jamais, avant que les Russes interviennent. Alors, il faut que je précise là aussi, tiens, encore voilà un poutinophile. Non, mais Poutine, c'est le contraire de mon camp politique, c'est un anticommuniste. Mais écoutez-le, ce qu'il dit, que tout ça, c'est la faute à Lénine qui a donné l'Ukraine, l'indépendance à l'Ukraine, ça c'est les bolcheviks, c'est les communistes. Écoutez! Oui, ben quand on suit mes vidéos, on commence à comprendre une des rares phrases de Nietzsche que je cautionne à 150%. Gare à moi, je m'appelle Nuance. Parce que c'est facile hein, d'être pour les Russes, donc pour Poutine, donc pour ou bien pour les Ukrainiens, donc pour les Américains, donc pour les Anglais, etc. Je parle pas de Macron. Laissons là le dérisoire. Enfin, dérisoire, si nos enfants sont appelés à la guerre face à la technologie nucléaire la plus performante au monde, je n'ai pas dit la plus puissante, hein, non, mais la plus performante. Technologiquement, là, ça cesse d'être dérisoire. Les dérisoires sont ceux qui font arriver les plus grandes catastrophes. Mais, oui, la première chose, ça a été de mettre en question, de vouloir supprimer l'identité russe dans ces coins-là. Donc, mon élève prend l'exemple du Rwanda. Russe-ukrainien, je reviens à Hutu-Tutsi, le plus grand génocide de l'après-guerre, le plus sanglant à la machette. Il y en a qui étaient prêts à donner de l'argent dans les victimes aux assassins pour qu'ils les exécutent tout de suite plutôt que les couper en morceaux. Bon, allez, je suis pas voyeur, donc je m'arrête là. Pour ce qui est du détail, en tout cas. Bon, alors vous savez, plus d'1 million de morts. Avec les Khmers, on s'est quitté sur mon intervention sur les Khmers rouges, que votre serviteur appelle les Khmers verts, car leur première décision en Ukraine, supprimer, interdire l'identité russe sous toutes ses formes, première décision des Khmers dits rouges, et vous allez comprendre pourquoi il vaut mieux les appeler verts, c'est de massacrer d'abord les rouges, car ils ont avant de massacrer leur peuple et de faire le génocide, qui est le plus grand de l'après-guerre, avec le Rwanda, je perds pas mon fil, c'est de massacrer les Vietnamiens pro-soviétiques à l'époque qui étaient là. Non, mais surtout, leur première décision pour leur peuple, ça a été de leur dire, vous quittez la ville et vous allez à la campagne, c'est là qu'on va vous massacrer. Enfin, vous allez, ils disent pas ça, ils disent, bah,
Vous allez cultiver le riz. Les Allemands, ils disent pas, on va vous mettre dans des chambres à gaz. Ils disent, on va vous faire prendre des douches. On va vous nettoyer. On va vous dépouiller au sens propre, enlever les bouts. Donc, vous voyez. Et voilà que mon élève, qui jusqu'ici, vous avez entendu son intervention, il cite le Coran. C'est un brave Nigérien, pieux musulman. C'est pas de l'islamisme là-bas. Là-bas, c'est des musulmans. C'est-à-dire les principales victimes de l'islamisme dans les pays où il y a des islamistes le plus souvent financés. Pensez aux talibans d'Afghanistan qui étaient financés par les États-Unis pour chasser les popofs. Oui ou non? Vous croyez que j'invente? Quand même. C'est au nom d'Allah, Allah Akbar, qu'on a chassé, voilà. Et qu'on a mis au pouvoir le nouveau régime en Syrie, là. Les barbus, là. Vous avez vu le massacre, là? Il n'y a pas longtemps. Ça fait pas un mois. 1000 morts en une journée, là. Qui sont courus, les familles ont couru, se précipiter dans la base russe qui est à côté, là. À l'attaquer et tout pour leur demander de les abriter. On en voit des choses aujourd'hui, il se passe des choses, hein. Parce qu'on dit ça va tellement vite que j'y comprends plus rien quand même. Il y a des logiques qui persistent. Il y a des constantes dans toutes ces variables. Il y a des invariants. Alors, il prend l'exemple du Rwanda et il dit là, c'est des Noirs qui ont massacré des Noirs. Qu'est-ce que vous allez chercher, les Arabes? Quelle leçon il donne? Vous voyez, de pas cracher sur l'autre parce que c'est l'autre. Mais d'abord, de faire le ménage chez soi, vous savez. Si c'était en termes évangéliques, on citerait le passage archi-connu où on dit « Ne va pas enlever la paille dans le rue de ton voisin avant d'enlever la poutre qui est dans le tien. » Vous voyez? Connais-toi toi-même d'abord et fais le ménage chez toi, il y a de quoi faire. J'ai moi compris, hein, je suis pas en train de dire il y a ceux qui ont fait le ménage, moi je suis dans les hommes bien et vous êtes des ordures, non. Mais on commence à être des ordures quand on substantialise. Quand on dit je me méfie des Chinois. Je regarde des reportages, je n'en crois pas mes yeux sur la Chine. Je dis mais non, mais c'est des montages, c'est pas possible. Le métro de Shenzhen. Mais quand vous revenez, vous dites que on est dans le tiers-monde, nous, là. Ou qu'on est revenu au Moyen-Âge, c'est pas possible. Le métro de Shenzhen, vous croyez que ça existe, des métros comme ça? Le métro, c'est pour le gros de la population. Je suis pas en train de parler du palais du Grand Mogol. Voilà, je tenais à vous passer ce message d'Afrique aujourd'hui. Je veux pas être trop long. J'aurais dû commencer, mais j'avais peur que ce soit à ce moment-là trop long, par m'excuser de la longue rupture que nous avons eue entre nous. Mais j'ai eu 80 ans, c'est février dernier, vous le savez, je l'avais annoncé. Enfin, je n'avais pas annoncé la date quand même. Je suis de plus en plus fatigué, de plus en plus dysfonctionnel. Et donc, j'ai un peu plus de mal à être régulier. Et puis, fort heureusement, quand ça va mieux, on m'a demandé, on m'a invité à faire des conférences en province. Donc, je vous ai un peu laissé tomber, mais je vois en lisant de temps en temps vos pages Facebook que ce n'est pas que ce n'est pas votre cas, que je suis très touché par la fidélité des uns et des autres, des unes et des autres. Et donc, je vous dis à la prochaine fois, mais j'ai presque envie, je suis pas un curé. Parce que les curés, à la fin de la confession, ils disaient, bon, ben, écoutez, vous allez me faire 15, vous allez me réciter 15, je vous salue Marie et 18 Notre Père pour expier vos péchés. Et ben là, j'ai envie de vous dire, relisez une vingtaine de fois. Non, relisez, écoutez une vingtaine de fois l'intervention de cet élève. Et remplacez les noms propres par ceux qui nous semblent plus actuels pour nous.
l'Ukraine, la Russie, la guerre commerciale, les tarifs douaniers. Vous m'en direz des nouvelles. Merci de votre attention et je remercie Pierre-Alain qui, entre deux avions, traverse toute la région parisienne pour venir reprendre de contact avec vous, pour m'aider à reprendre de contact avec vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Nous ne tarderons pas à fixer la date. Merci de votre attention. At the microphone over there, Mr. Welcome to America, Mr. Mandela. I'm Ken Edelman. Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up since being released in jail. You've met over the last 6 months 3 times with Yasser Arafat, who you have praised. You have told Gaddafi that you share the view on, and applaud him on his record of human rights and his drive for freedom and peace around the world. And you have praised Fidel Castro as a leader of human rights and said that Cuba was one of the countries that's head and shoulders above all other countries in human rights, despite the fact that documents at the United Nations and elsewhere show that Cuba is one of the worst. I was just wondering, are these your models of leaders of human rights? And if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. We have our own struggle which we are conducting. We are grateful to the world for supporting our struggle. But nevertheless, we are an independent organization with its own policy. And the attitude of every country towards, our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Yasser Arafat, Colonel Gaddafi, Fidel Castro support our struggle to the hilt. There is no reason whatsoever why we should have any hesitation about hailing their commitment to human rights as they are being demanded in South Africa. Our attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us to win the struggle. That is the position.